Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Et le dossier de la semaine est consacré ce dimanche à ces règlements de comptes meurtriers qui explosent ces derniers mois en France. Le trafic de drogue, jusque-là souterrain, vire aujourd'hui à la violence ouverte. C'est ce qui s'est passé avec cette fusillade en pleine rue mardi soir à Paris ou encore à Saint-Ouen la veille. Alors, qui sont ces trafiquants? Pourquoi cette flambée de violence? Le décryptage et la parole bien informée de Dominique et de nos invités, surtout dans un instant. Mais d'abord, les toutes dernières affaires récapitulées par Elisa Trana. Un fauteuil de dealer, disent les habitants de la cité Soubise. Ici, dans ce quartier de Saint-Ouen, un adolescent de 16 ans a été grièvement blessé par balle lundi soir. 2 autres corps sans vie ont été retrouvés dans la cave d'un immeuble. Des victimes d'un probable règlement de compte, âgés de 17 et 25 ans. Une douzaine de personnes ont été interpellées cette nuit-là, mais la police recherche toujours le ou les tireurs. Partagés entre tristesse et colère, les habitants sont lassés. Les trafiquants de drogue prennent possession des quartiers, selon eux. Une fois qu'ils arrivent dans un lieu, pour eux, c'est chez eux. Et nous, on ne se sent plus chez nous. J'ai peur des balles, ça c'est sûr. Et pas que des balles, que quand on rentre un regard de travers, on soit agressé. On a toujours connu ça, hein, des petits gangs qui se règlent leurs comptes entre eux. Mais à ce niveau-là, malheureusement, c'est de pire en pire. Fusillade à Toulouse mercredi, tir dans le 10e arrondissement de Paris mardi. Les règlements de compte se multiplient. Cité Reverdit, dans le 19e arrondissement de Paris, c'est un autre phénomène qui gangrène le quartier. Des coupures d'électricité devenues courantes. Une opération comme ça qui consiste à éteindre les lumières de tout un quartier, c'est pour sécuriser une livraison. Parce que tout d'un coup on est dans le noir et que tout d'un coup les caméras de surveillance, si elles existent et si elles sont encore en l'état, ne peuvent plus fonctionner, quoi. Le trafic de drogue dans les cités peut rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Les filières sont extrêmement organisées comme à Grenoble. Là-bas, un commissariat a été installé dans l'un des immeubles il y a quelques semaines. Mais les habitants ne se sentent pour l'instant pas davantage en sécurité. Alors pour décrypter ces situations, ce trafic de drogue, nos 2 invités, Claire Andrieux, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste auteur de La guerre de l'ombre, le livre noir du trafic de drogue en France aux éditions de Noël. David Lebars, bonjour, merci d'être là. Vous êtes secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, auteur de La haine dans les yeux chez Albin Michel. D'abord, on entend tout et son contraire, j'ai envie de dire, on a du mal à avoir des chiffres précis. Quelle est l'ampleur réelle du trafic de drogue en France ? L'ampleur du trafic de drogue en France est estimée, on va dire, à 450 tonnes de résine annuelle qui entrent sur le territoire. Avec l'herbe, ça peut être 100 ou 200 tonnes de plus. C'est difficile parce que par définition, c'est un trafic, donc c'est opaque. En fait, on a quand même des indicateurs qui sont assez fiables, c'est-à-dire à la fois des saisies, à la fois des estimations de la production dans certains pays, avec des difficultés d'estimation du côté du Maroc, puisqu'on sait que les chiffres ne sont pas du tout fiables par ceux qui nous sont communiqués par le Royaume du Maroc. On a également des estimations qui sont sur la base d'études plutôt bien faites et assez fréquentes de consommation, donc des consommateurs qu'on appelle et à qui on demande. Et voilà. Et surtout ces chiffres d'ailleurs que vous avez relevés, vous avez enquêté très très longuement, il y a beaucoup de choses dans votre ouvrage, et notamment il y a ce chiffre moi, qui m'a interpellé, ce chiffre d'affaires estimé à 4 milliards. Près de 3 à 4 milliards d'euros, oui, effectivement. C'est absolument incroyable. Ouais. C'est d'euros incroyable. par an. Hein. Voilà, tout à fait, par an. C'est incroyable. Et en même temps, on voit ce qu'on appelle par exemple un four, là, comme à Saint-Ouen, par exemple. C'est des points de deal qui peuvent faire plusieurs dizaines de milliers d'euros facilement. Et ces organisations criminelles-là profitent aussi du fait que les consommateurs sont là. On est tout de suite avec la drogue dans des chiffres qui sont faramineux. C'est-à-dire que 1 kilo de cocaïne en sortie de laboratoire en Colombie, c'est 1 000 euros. Vous arrivez à en investir pour 50 kilos, vous mettez ça dans une valise. Vous arrivez à le rentrer en France, vous pouvez être millionnaire pour 50 kilos et 50 000 euros investis. Voilà. Tout de suite, on est dans des chiffres stratosphériques. Ce qui explique, on l'imagine, David Lebars, qu'il y a un réseau très organisé. Il y a les gros réseaux, on va y revenir, le Maroc notamment, la Colombie. Et puis il y a le réseau local, celui auquel vous faites face tous les jours.
Oui, pour qu'il y ait réseau local, il faut qu'il y ait gros réseau. Donc voilà, la boucle est bouclée. Il y a un autre chiffre qui est celui-là consolidé, parce que ce qui rentre, c'est le chiffre noir. Hein. C'est difficile, c'est des estimations, même si vous avez été très précise. En saisie, l'OFAST, donc l'Office Anti-Stup, l'année dernière, a saisi 105 tonnes de cannabis, herbe ou shit, 18 tonnes de mémoire de cocaïne et 1 tonne d'héroïne. Bon, on estime parfois, à juste titre, qu'il rentre 10 fois plus. Donc on imagine les quantités. Je reviens sur un four. Un four, c'est un point de vente, un beau point de vente. Moi, j'ai été chef territorial à Saint-Ouen. Donc je vais prendre ma part. Je peux vous confirmer qu'à Saint-Ouen, c'est un désastre, le trafic de stupes, qu'on a essayé beaucoup de choses et qu'on n'y arrive pas. La preuve, ça continue. C'est pas nouveau, les règlements de compte. Un joli four. Mais justement, c'est pas nouveau. Mais pourquoi on a ce sentiment que ça explose un peu plus en ce moment ? Alors, il y a plusieurs phénomènes. Le premier, c'est que maintenant, il y a beaucoup d'armes qui circulent. Et quand il y a beaucoup d'armes qui circulent, il y a tellement de sommes d'argent en jeu, ça a été dit, que cette guerre des territoires fait qu'à un moment, on sort les armes et que s'il y a une carotte, c'est-à-dire un règlement de compte parce que les comptes n'ont pas été réglés, justement, ou parce qu'il y a envie de prendre un peu le territoire des voisins, eh ben, on sort les armes. Alors, on ne les sort pas n'importe comment. C'est assez rare quand on s'élimine. La plupart du temps, et d'ailleurs ça ne fait pas toujours l'objet de l'attention des médias, ils font ce qu'on appelle les jambisations, c'est-à-dire qu'ils se tirent dans les jambes. Ça a deux vertus. La première, c'est de ne pas faire un assassinat ou un meurtre, ça évite de faire 30 ans en prison. Et puis ça laisse une trace, c'est-à-dire que celui qui se balade en boitant, c'est un peu l'image qu'il y avait, je crois, ça a été repris aux mafias italiennes. On blesse, on jambise un gars parce qu'il va boiter. On sait que ce gars-là, il a été visé par le clan adverse. Donc ça rappelle aux autres la réalité. On est dans un climat où l'argent est tellement devenu important et les enjeux sont tellement importants que la violence a monté avec. Et on est à un moment où on est dans une extrême tension. Est-ce qu'on peut dire, question à tous les deux, qu'aujourd'hui, trafiquant de drogue, c'est un métier ? Une profession. Pour certaines personnes, ça l'est. Ça concerne, je crois qu'il y a 20 000 personnes estimées qui vivent directement et uniquement du trafic de drogue. Par contre, l'économie du trafic de drogue fait vivre directement ou indirectement 230 000 personnes, selon certains rapports. Donc c'est vrai que ça peut être pour certains un métier à part entière. Mais heureusement, j'ai envie de dire, les jeunes qu'on va voir au bas des cités, une bonne partie va... je sais pas, raisonner en grandissant, c'est-à-dire faire une vie, enfin rencontrer une femme, se calmer, trouver un vrai travail. Enfin voilà, il y en a qui vont rentrer dans le système normaux, et puis il y a ceux qui vont gravir des échelons et qui vont soit vraiment contrôler, se faire de l'argent en contrôlant vraiment le territoire, en ayant des rapports directs avec les fournisseurs, et après quand ils montent vraiment en grade, c'est rare qu'ils restent finalement sur le territoire. Souvent, ils se sentent plus en sécurité en étant plus en retrait, en étant à l'étranger et en étant d'ailleurs en investissant leur argent à l'étranger aussi. Je reprends la question de Dominique, un métier, alors entre guillemets évidemment comme un autre, qui a donc connu la crise du confinement. On dit qu'il y a eu un chiffre d'affaires qui a baissé d'environ 30% pendant le confinement, 30-40%, c'est vous qui nous donnez ce chiffre. Ça veut dire qu'il y a un effet rattrapage aussi en ce moment, c'est ça qu'on vit aussi sur le terrain ? Il y a d'une baisse de 30 à 40% du chiffre d'affaires, il y a eu également une augmentation des prix. Ne circulaient que ceux qui essayaient de trafiquer alors que tous les gens étaient confinés chez eux. Donc ceux qui circulaient prenaient d'énormes risques et quand ils se faisaient choper, je ne vais pas citer le nombre d'affaires qui ont été faites, mais un gars qui se promène en voiture alors qu'il n'y a personne et qui a 20 kilos dans son coffre, là ça fait très mal, c'est pas la consommation personnelle. Donc oui, il y a eu un pic. Une baisse d'activité, une crise, et puis ensuite il y a la reprise. Mais la reprise, on est au niveau d'avant. Je veux dire, le confinement, c'est juste une cloche. La réalité, c'est qu'il y a des enjeux dans le trafic de stupes. Il faut comprendre, c'est qu'à tous les niveaux, moi, tous les grands dealers que j'ai rencontrés, même ceux qu'on imagine être en haut d'une pyramide, ils finissent toujours par dire quand ils se font choper, là, ça va me faire très mal parce que je dois de l'argent. Tout le monde doit de l'argent à tout le monde. Et cette chaîne-là fait que tout le monde est dépendant du moindre incident. Et s'il y en a un dans la chaîne qui casse, eh ben c'est tout de suite des règlements de compte. Et c'est vrai, pour rebondir sur ce que dit David, moi, les personnes que j'ai rencontrées aussi sont toujours mettent en avant ce côté la roue tourne, c'est un peu jouer au poker, c'est un peu jouer au casino. Il y a tellement d'arnaques et d'entourloupes partout. Il y a des convoyeurs de drogue qui se font braquer. Il y a telle personne qui doit une dette de 100 000, 200 000 euros. On arrive tout de suite dans des chiffres énormes. Et puis le coup d'après, il va arriver à faire rentrer tac, il va gagner 10 millions et puis il en prête à un tel. Enfin voilà, c'est un système qui est totalement libéralisé et qui se régule qu'avec la violence et des arnaques. Ce qui semble complètement fou, on a fait l'état des lieux avec vous. Vous évoquiez à l'instant Saint-Ouen. Je voudrais qu'on se replonge un peu dans les archives et qu'on écoute ce que disaient nos précédents ministres de l'Intérieur sur des faits à peu près similaires à ce qui s'est passé cette semaine à Saint-Ouen. Ça n'est pas possible. Donc je vais nettoyer ce quartier du deal de drogue. Les trafics de drogue gangrènent certains quartiers. Cette situation, je le disais, est intolérable pour les riverains. On ne peut pas baisser donc les bras face à une telle situation. Il est inacceptable que dans des halls d'immeubles, des cages d'escalier, des places ou des squares, voire des quartiers entiers, des trafiquants
s'emploient à confisquer l'espace public. David Lebars, vous nous le disiez, vous étiez en poste à Saint-Ouen au moment de Bernard Cazeneuve, c'est bien cela. Les Français se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne fait rien? Est-ce qu'on fait d'abord? Et est-ce que ça ne marche pas? Quelle est la réalité? J'étais effectivement le chef du district de Saint-Denis et il y a Saint-Ouen dans le district quand Bernard Cazeneuve faisait cette déclaration après de nombreuses réunions de travail. On ne fait pas rien, il faut le dire aux Français. On a essayé beaucoup de choses, on essaye beaucoup de choses, mais je crois qu'on ne fait pas suffisamment et surtout, je crois qu'il faut que les Français comprennent qu'on ne peut pas tout attendre de la police. On est dans un sujet qui dépasse largement l'action de la police. Je ne vais pas aller sur le social, mais qu'est-ce qu'on disait d'un trafic de stupes tout à l'heure? Ça ne fait pas que rémunérer, ça insère. Un jeune qui rentre dans une structure dans laquelle il est guetteur à 15 ans, il gagne 80 € par jour, il a son kebab, il fait aussi partie d'une structure, il y a un modèle social et d'ascension sociale dans cette structure et à la fin, quand ils sont bons, ils finissent par être en haut de cette structure. C'est des véritables économies parallèles, ce sont aussi des entreprises. Moi j'ai vu du génie dans ces entreprises pour contourner la police ou la justice. Vous comprenez que ça peut choquer ce que vous dites? Oui, ça choque, mais il faut dire les choses pour les comprendre. Ouais. Et si on ne va pas chercher les gens, non pas que sur le terrain du pénal, comme on espère que la police le règle. La preuve, c'est qu'on n'y arrive pas, ça marche pas. Donc il faut qu'on trouve d'autres solutions. C'est pas non plus la peine, même si certaines devraient être peut-être plus appliquées. On peut aussi rentrer dans le débat de la peine qui fait peur, la façon dont on punit. Mais il y a aussi la façon dont on va chercher ceux qu'il faut faire sortir avant qu'ils rencontrent une femme ou qu'ils changent de vie. Et si on a pour seule proposition la NPE ou le marché actuel, alors que dans ces structures-là, ils sont protégés, ils font partie d'un système et en plus ils gagnent de l'argent, ben c'est même pas la peine. Moi j'ai entendu, la pire phrase que j'ai entendue, c'est « je m'en fous de la prison, c'est la cité sans les meufs ». À partir du moment où cette phrase-là, elle est pensée et acceptée, on peut les mettre en prison autant qu'on veut, ça sert à rien. Et si on légalise? Attends, juste Dominique, une petite, mais on va répondre, c'est la question, c'est la question qui revient tout le temps, mais aussi sur la prison, moi ce qu'on me dit souvent c'est j'étais un bon trafiquant de résine de cannabis et puis j'ai rencontré Pedro, le Colombien qui m'a permis de me faire un carnet d'adresses en Colombie, en Amérique latine et du coup de devenir aussi trafiquant de cocaïne. C'est-à-dire que la prison c'est l'école du crime, c'est là où ils s'envoient leur carnet d'adresses, leurs méthodes, et puis qui vont... Parce que comment expliquer qu'un fournisseur travaille, qui est originaire de Mulhouse, va travailler avec l'ouest de la France, Rennes, Nantes, ce sont principalement des rencontres de prison, il ne faut vraiment pas l'oublier. Et en plus, ce sont des liens très forts qui sont tissés entre les trafiquants à ce moment-là, parce qu'ils sont quand même dans un moment un peu de vulnérabilité. Mais avec le recul, je reprends la question de Dominique, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut légaliser? Vous, avec tout ce que vous avez vu et enquêté, quelle serait l'une des pistes, en tout cas, l'une des solutions? Moi, je ne vais pas forcément répondre en mon nom, mais en tout cas, j'ai travaillé avec beaucoup d'enquêteurs de l'ancienne office des stupes, des magistrats, j'ai posé la question également, des gendarmes, des douaniers, de ces institutionnels professionnels et vraiment impliqués dans cette lutte. Je n'ai pas eu de personnes qui me disent qu'il faut légaliser. Par contre, ce qu'ils voient dans ce vent de légalisation, qui est une réalité, ou en tout cas de dépénalisation, on a vu des pays aux États-Unis, également proches de nous, Portugal, Espagne, Pays-Bas, avec des résultats pas du tout toujours aussi bons que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que oui, pour le Portugal, non. Pour l'Espagne, non. Pour le Pays-Bas, qui reste des plaques tournantes du trafic, malgré cette possibilité donc, de fumer sans être placé avoir une contravention. On a un problème de message qui passe. C'est-à-dire... ok, moi je lutte contre, et puis finalement, c'est pas si grave, on va dépénaliser. Quand on pénalise, quand on interdit de consommer de la drogue, qu'est-ce qu'on fait? On empêche les gens de se détruire. À l'origine, il y a un principe constitutionnel inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe de ne pas pouvoir nuire à autrui, duquel on a puisé le fait de ne pas pouvoir se nuire à soi. C'est la même chose qui fait qu'on empêche des publicités pour l'alcool, pour le tabac. Est-ce qu'aujourd'hui, cette valeur sociale qu'on veut protéger est aussi importante qu'avant? Faut poser la question, mais pas que en disant l'économie qu'on pourrait faire. Excusez-moi, je veux quand même signaler cette étude qui est la seule, à mon sens, qui devrait être largement diffusée. En Nouvelle-Zélande, ils ont étudié une génération entière, sur 15 ans, de 15 à 30 ans. Qu'est-ce qu'ils se rendent compte chez les fumeurs réguliers à l'adolescence? Que les jeunes perdent du QI, qu'ils ne récupéreront jamais. C'est complètement différent sur les adultes. Donc à la place de légalisation, voilà. On entend très bien toutes les nuances de la légalisation. Non, et David Lebars, vous aurez le mot de la fin pour conclure. En un mot, pour vous, quelle est l'urgence? Quelle est la mesure la plus urgente pour tâcher de lutter contre ces trafics aujourd'hui? Essayer d'améliorer la situation dans ces quartiers?
De raisonner de façon transversale et très au-delà de la chaîne pénale sur le sujet des stupes. Aujourd'hui, on voit bien l'œil médiatique voulu par le ministre de l'Intérieur, c'est les opérations stupes dans tous les quartiers, dans tous les territoires. Ça va jusqu'à des coups de publicité de comptes Twitter de préfets qui arrêtent un train pour faire une opération stupe, pour saisir 20 grammes. Je ne veux pas être cynique, mais je comprends qu'on fasse ça, mais on ne peut pas faire que ça. Est-ce que la loi pour pénaliser le client dans les problèmes de prostitution a permis d'arrêter la prostitution? Non. Est-ce que c'est une bonne chose de foutre la trouille aux clients? Oui. À Saint-Ouen. Pourquoi Saint-Ouen? Qu'est-ce qui est intéressant à Saint-Ouen? C'est que c'est une ville qui est accessible à n'importe qui dans la région parisienne par le métro. C'est rassurant, c'est un supermarché facile. Donc comment on résout le problème de Saint-Ouen? On le résout pas de la même manière que si on va lutter sur une cité qui est, je dirais, en grande périphérie de l'Île-de-France, où les accès sont plus difficiles, où il n'y a pas le même type de clientèle. Il faut raisonner quartier par quartier. Il faut évidemment considérer que la police peut pas faire toute seule. Moi, je pense qu'on tape pas assez au portefeuille. Il y a un vrai problème d'action sur qui a de l'argent et qui récupère de l'argent. On a découvert des nouveaux métiers dans le trafic de stupes. Il y a des collecteurs, ça n'existait pas quand j'ai commencé. Un collecteur, une semaine bien pleine, il récupère 1 million d'euros. Il faut taper sur ces gens-là, il faut les trouver, il faut les identifier. On a fait tomber Al Capone, pas nous les Américains, avec l'argent ou avec le fisc. Il faut raisonner sur le portefeuille. Merci beaucoup à vous deux. Merci pour votre enquête, pour votre travail, votre expérience. C'était passionnant de vous entendre. Et votre franc-parler. Et votre franc-parler, c'était très clair. Vous restez avec nous sur BFM TV. On se retrouve dans un instant pour parler du procès des attentats de 2015. Déjà 13 jours d'audience et des récits absolument bouleversants chaque jour. Vendredi, c'est la mère de Clarissa Jean-Philippe qui était à la barre pour raconter comment sa vie a basculé quand sa fille, policière municipale à Montrouge, était tuée par Amédi Koulibaly. Dans un instant, elle sera sur ce plateau. Notre invitée. À tout de suite. Il est 13h30, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité, police, justice. Charlie, Montrouge, l'hypercachère. Depuis bientôt 3 semaines, la justice se penche sur ces 3 journées qui ont fait basculer la France dans l'horreur. Le 7, le 8, le 9 janvier 2015 se succédaient les attentats contre Charlie Hebdo, contre une policière de Montrouge et contre l'hypercachère de la Porte de Vincennes. Vendredi, c'est la mère de Clarissa Jean-Philippe, cette policière municipale de Montrouge, qui a pris la parole. Elle est sur ce plateau avec nous pour nous raconter comment sa vie a basculé, pour nous dire aussi ce qu'elle attend désormais de ce procès. Elle sera notre invitée avec Dominique, avec plusieurs avocats qui participent à ce procès. Mais d'abord, retour sur ce 8 janvier où la vie, évidemment, de la maman de Clarissa Jean-Philippe a basculé. Ce 8 janvier résumé par Elisa Trana. Elle avait 26 ans. Originaire de la Martinique, Clarissa Jean-Philippe avait été affectée à la police municipale de Montrouge. Ce métier, elle en rêvait depuis son plus jeune âge. Lors des fêtes de Noël 2014, sa famille la sent plus épanouie que jamais. C'est le sourire, la gaieté qu'elle avait. Quand je pense à elle, je la vois en train de sourire, en train de danser. Le 7 janvier 2015, alors que toute la France tremble devant l'attaque perpétrée par les frères Kouachi à Charlie Hebdo, sa tante l'appelle pour la mettre en garde. « Fais attention, mets bien ton gilet pare-balles », lui dit-elle. Le lendemain matin, en service, non armée, Clarissa et son binôme Jonathan sont appelés sur un banal accident de la circulation. À 7h30, nous recevons un appel pour un accident matériel avenue Pierre Brossolette. Nous sommes vêtus d'un gilet fluorescent avec police municipale dans le dos. Nous discutons de ce qu'il s'est passé la veille à Charlie Hebdo. J'entends un bruit de claquement. Je dis à Clarissa, c'est bizarre, il y a un bruit d'armement. J'ai vu une masse noire, l'ombre a fait demi-tour et là, pan, un bruit assourdissant. L'uniforme qu'elle était si fière de porter a fait d'elle une cible. Amédi Koulibaly lui a tiré une balle dans le dos. Un employé de la mairie de Montrouge a lui été touché à la joue. 2 personnes sont gravement blessées, avec pour l'une d'entre elles un pronostic vital engagé. Je veux redire dans le contexte le lourd tribut que paient tous ceux qui dans notre pays protègent les Français, portent un uniforme. Clarissa Jean-Philippe est décédée de ses blessures peu de temps après à l'hôpital Percy de Clamart. Ce 8 janvier 2015, Amédi Koulibaly a réussi à prendre la fuite en voiture en menaçant un automobiliste. Sur place, il a laissé tomber une cagoule qui permettra en quelques heures de l'identifier, de comprendre son lien avec les frères Kouachi. Le lendemain, il passera de nouveau à l'acte dans l'hypercachère de la Porte de Vincennes. Et invité d'affaires suivante ce dimanche, Marie-Louisia Jean-Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la maman de Clarissa. Vous avez témoigné vendredi, on le disait, à ce procès. Vous allez
nous raconter votre vie aujourd'hui, nous raconter pourquoi vous êtes aussi ici, parce qu'il faut du courage pour aller parler à ce procès, pour venir sur ce plateau et pour rendre hommage à Clarissa. À vos côtés, Maître Charles Nicolas, bonjour, merci, vous êtes le bienvenu également, vous êtes l'avocat de Marie-Louise Jean-Philippe. Et puis, Maître Cathy Richard, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes également une des avocates des parties civiles, vous êtes l'avocate du fils de Bernard Maris, assassiné à Charlie. Et nous aussi, on a envie de vous entendre sur ces quasiment 3 semaines, ces 13 jours d'audience qui se sont écoulés. Marie-Louise Jean-Philippe, on vient de revoir le portrait de votre fille. D'abord, je crois que vous avez un peu hésité à vous déplacer, à aller jusqu'au procès. Pourquoi? C'est par rapport à ma santé, parce que je suis malade. Et comme je fais la chimio, je voulais que la chimio puisse passer avant, parce que j'ai 2 cancers. Tant que je n'ai pas fini les chimios, je ne pouvais pas voyager. Alors là, comme il me reste que 2, mon médecin m'a donné l'autorisation de voyager. J'ai pu voyager pour assister à l'audience de ma fille. C'était important pour vous de venir, de participer à cette audience, de parler à la barre vendredi? Si, c'était très important parce que là, je voulais que les gens sachent comment ma fille, elle était en pleine vie, elle voulait vivre parce que là, elle est partie, c'était pas ce qu'elle voulait vivre, être bien pour montrer comment elle veut travailler. Elle avait ce rêve d'être policière municipale, elle était allée jusqu'au bout, elle était montée à Paris pour ça. Oui, elle est montée à Paris juste pour travailler. Elle a fait commencer par agent de sûreté. Mais après, quand elle a vu qu'elle était trop enfermée, elle m'a dit « Maman, je vais aller pour faire la police municipale avant. Et puis après, je vais voir en 2015 si je vais réussir à être police nationale. » Là, pour le moment, elle a réussi son concours de police municipale. Et moi, j'étais très contente quand elle m'a dit qu'elle a réussi son concours municipal. Vous étiez fière, évidemment, de votre fille, Dominique. Vous l'aviez appelée la veille, vous l'aviez eu au téléphone, il y avait déjà eu Charlie, vous lui aviez parlé, vous aviez peur, vous étiez la maman d'une policière et racontez-nous. Oui, comme elle faisait le stage, elle avait déjà commencé à travailler. Moi, quand j'ai entendu chez Charlie Hebdo, on a tué tant d'innocents, alors je lui ai dit, tu fais attention parce que moi j'ai peur, parce qu'ils ont déjà tué les gens, il faut faire attention. Elle m'a dit, non maman, t'inquiète pas, on nous a donné des gilets pare-balles, t'inquiète pas, je vais faire attention. Mais elle a fait attention, mais elle n'a pas pu venir le mal. Elle faisait son métier, elle intervenait sur un accident de la route, elle venait en aide aux personnes quand les faits se sont déroulés. Est-ce que vous vous souvenez de cette journée? Comment vous la revoyez aujourd'hui? Comment vous la vivez encore, cette journée? Alors, cette journée-là, je l'ai vue malement parce que quand on m'a appelé à 5 h du matin, un ami m'a appelé pour me dire que Clarissa, il s'est passé quelque chose, d'appeler son copain. Alors, je n'ai pas pu appeler son copain m'a appelé. Quand il m'a appelé, il m'a dit, tu sais, Clarissa m'a laissé. Je lui ai demandé, pourquoi Clarissa t'a laissé? Il m'a dit, non, c'est pas ce que tu crois, on a tué Clarissa. Je dis, ah bon? Et puis là, j'ai plus rien su puisque je suis tombée. C'est vers les 10 h, 11 h que j'ai vu à la maison, il y avait tant de personnes. J'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. On m'a dit, non, c'est ce qu'on t'avait dit, c'est ce qui s'est passé. Et le maire de Sainte-Marie avec des policiers sont venus à la maison me dire qu'on a tué ma fille. Il fallait du courage pour y aller vendredi. Est-ce que vous l'avez vécu comment cette journée? Est-ce que vous avez réussi à regarder les accusés? Est-ce que vous avez observé des choses? Comment vous l'avez vécu? En entrant, je les ai regardés, mais avec la peur de les regarder, je voulais voir les visages, comment ils étaient. Et eux-mêmes, ils puissent me voir comment je suis malheureuse sans ma fille. Et puis eux, ils sont en vie. Parce que moi, sans ma fille, je ne suis rien. Vous vouliez les regarder, vous nous dites, pour voir comment ils sont, c'est ça? Oui, pour voir comment ils sont, s'ils ne sont pas trop malheureux de tuer des innocents. Et eux, c'est eux qui ont donné les armes, ils ont participé à tout. Et puis après, quand celui qui a fait les bêtises, on dit qu'eux, ils ne sont pas là-dedans. Alors qu'eux, ils ont participé. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment pour vous de frustration? Parce qu'en fait, ce sont des complices présumés, ce ne sont pas les auteurs. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de frustration? Même question à tout le monde, pour vous, madame Jean-Philippe. Pour moi, c'est pas... Il n'y a pas de... Ils ont participé, eux, ils sont complices. Pour moi, c'est la personne qui a donné l'homme, il est plus atteint que celui qui a tué. Parce que s'il n'avait pas donné l'homme, la personne n'allait pas tuer ma fille. Ils ont participé tous ensemble. Et puis après, ils disent qu'ils ne sont pas complices. Moi, je pense que parce que Coulibaly est mort, eux, ils se retirent dedans. Maître Charles Nicolas, comment vous avez vécu cette journée de vendredi? Ce sont des journées qui sont très difficiles, surtout pour ma cliente qui, vous avez vu, on a dû après l'évacuer en salle de repos parce qu'après sa déposition, ça a été particulièrement
dur pour elle, hein, souffrance, rappel de tout cela, très compliqué. Sa position à l'audience a été de dire qu'elle, et c'est ce qu'elle vient de vous expliquer, que pour elle, il n'y a pas de différence entre celui qui tire et celui qui donne l'arme. Et elle précise que si on ne lui avait pas donné, si l'arme n'avait pas été donnée, sa fille serait encore en vie. Donc ce sont des positions qui sont celles qu'elle a précisées. Nous avons le procès qui va se dérouler et qui va permettre de voir beaucoup plus clair sur les participations de chacun. J'ai déjà aussi préparé, moi, Madame Jean-Philippe, à ne pas avoir les réponses. Je lui ai dit, il faudra aussi apprendre à vivre avec le fait que toutes les réponses que tu attends, tu ne les auras peut-être pas. Donc nous verrons après le 10 novembre ce que sera sa vie après ce temps du procès. Maître Nicolas, qu'est-ce que vous plaiderez ? Vous l'avez dit, bon, les complices, c'est la même chose mais qu'est-ce que vous allez plaider? Ah ben, je ne sais pas encore. Je ne vous dévoilerai surtout pas sur un plateau ce que je vais plaider. Un procès est vivant. Un procès évolue. Les témoignages, les dépositions, les observations, les éléments techniques font que tant que les réquisitions ne sont pas arrivées, tant que les débats ne sont pas clos, nous, partie civile, n'avons pas encore de schéma précis de plaidoirie. Et c'est ça aussi la démocratie. La démocratie veut que, et notre belle démocratie, veut que ceux qui sont poursuivis aient jusqu'au moment de la clôture des débats la possibilité d'amener tout moyen permettant d'asseoir leur défense. Et il y a encore plusieurs semaines de procès. On vient de vous entendre, on sait le courage qu'il a fallu pour y aller vendredi. Depuis maintenant quasiment 3 semaines, beaucoup de personnes sont venues à la barre, beaucoup de familles de victimes, beaucoup de témoins sont venus raconter. Ça a été des moments absolument bouleversants. On va en parler sur ce plateau. Mais d'abord, un petit résumé avec Elisa Trana. C'était important effectivement pour moi, ça a été fort et douloureux. Face à la cour, le sentiment de rouvrir une blessure mal cicatrisée. Et en même temps, la nécessité de parler. Pour le directeur de l'imprimerie où s'étaient retranchés les frères Kouachi. Effectivement, à chaque fois que je me livre, c'est une épreuve pour moi. En tout cas, je l'ai fait. Et puis, effectivement, j'espère que ça va m'apaiser un petit peu et que ça va me faire du bien. Toutes ces victimes qui ont témoigné ont montré à quel point ils étaient meurtris par ce qui s'était passé. Et en fait, c'est ça qui finalement me donne le plus de force. Et c'est en fait ça que je retiendrai le plus de ce procès. Ce procès, les victimes et les proches des disparus des attentats de janvier 2015 l'attendaient autant qu'ils le redoutaient. Comme la veuve de Frédéric Boisseau, son mari a été le premier à tomber sous les balles des terroristes. Tout un temps, elle s'était dit qu'elle n'arriverait même pas à arriver jusqu'au palais de justice. Elle n'est pas là pour chercher ni des responsables, ni des coupables. Elle sait parfaitement que ceux qui ont tiré sur son mari ne sont plus sur cette terre. Les principaux responsables sont morts, mais dans le box des accusés, leurs complices présumés. Des complices qu'a décidé d'ignorer Patrick Pelloux lorsqu'il a témoigné à la barre. Ce sont déjà des fantômes. En fait, je les ai pas regardés. Ce sont des accusés et j'étais là pour les victimes, pour les familles. Le 7 janvier 2015, le chroniqueur de Charlie Hebdo et médecin urgentiste est arrivé à la rédaction du journal quelques minutes après la tuerie. Il a découvert l'horreur. Pour lui, ceux qui témoignent à ce procès réactivent leur mémoire traumatique. L'un des moments les plus éprouvants pour la veuve du dessinateur Wolinski fut de découvrir les images de vidéosurveillance du massacre. Maintenant, je vais vivre avec cette image, non pas avec les images que j'avais fantasmées, et je vais vivre avec cette image de la réalité. J'étais sereine juste avant le procès, et depuis que le procès a commencé, c'est une épreuve. Depuis presque 3 semaines, les parties civiles se succèdent à la barre. Certaines d'entre elles l'assurent, c'est la dernière fois qu'elles s'expriment à ce sujet. Après le procès, elles espèrent tourner la page. Maître Cathy Richard, je le rappelle, vous êtes l'avocate du fils de Bernard Maris, tué à Charlie Hebdo. Vous avez vécu ces audiences. Comment avez-vous vécu ces 13 jours d'audience et qu'est-ce qui vous reste peut-être de plus fort? Quel a été le moment le plus intense pour vous? Des moments forts, il y en a eu beaucoup. Et il y en a eu beaucoup de différentes façons. Je dirais il y a eu des moments extrêmement violents qui vous attrapent, qui vous secouent, qui vous donnent la chair de poule. Ça, ce sont les moments où on a pu voir des images de ce qui s'est passé. Effectivement, les images de vidéosurveillance.
Et puis les images aussi qui ont été prises par les policiers de la scène de crime. Qui sont en fait, il y a une nouvelle technique, enfin je dis nouvelle, où on prend plusieurs images comme ça et ensuite on les monte de façon à ce que ce soit comme un film. Et le policier, quand il explique, voyage entre guillemets dans le film en cliquant, vous voyez, bon. On était vraiment dans la scène de crime. Et j'ai l'habitude de voir des images de scène de crime, ça on peut le dire. Mais ce qui était particulièrement stressant là, ce qui était horrible, c'est qu'effectivement, on était en face d'images d'une scène de guerre, quoi. Voilà, c'était un carnage. Les images aussi qu'on a pu voir de l'arrivée des agresseurs dans les locaux de Charlie Hebdo, on voit aussi une détermination, une violence. Voilà, tout ça, c'était des moments de violence inouïe, fort de violence, vous voyez. Ensuite, il y a eu des moments forts d'émotion. Et puis qui prenaient aussi aux tripes, ça a été les moments où les passages des survivants. Et ils tiennent à ce qu'on les appelle des survivants. Ils disent qu'ils ne sont pas des rescapés, parce que les rescapés, vous comprenez, ce sont des gens qui s'en sortent. Eux, ils se disent survivants, c'est-à-dire qu'ils ont toujours du mal à survivre. En revanche, presque tous voyaient leur présence à cette barre comme un devoir. Ils ne le faisaient pas parce que c'était un droit pour eux de se constituer partie civile. Ils le faisaient parce que c'était un devoir de mémoire, un devoir de témoignage, un devoir pour ceux qui ne pouvaient pas être là. Et là, on a eu des moments aussi qui étaient terribles parce qu'en plus, on est face à des gens qui s'expriment extrêmement bien. On est dans un très haut niveau d'élaboration. Et c'est pas forcément d'ailleurs seulement les journalistes et les gens présents sur Charlie Hebdo. On a vu tout à l'heure Frédéric qui était le premier effectivement qui a été tué, qui était quelqu'un qui était de la maintenance. Et il était avec son collègue et ami. Et son collègue et ami est venu à la barre et il parlait de son Fredo parce que c'était vraiment quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Et on peut dire qu'il nous a, on a été avec lui tout le temps. Il nous a expliqué comme il l'avait tiré pour essayer ensuite de le cacher quand il entendait qu'il revenait. Il a expliqué la façon dont on lui a tiré dessus d'un seul coup. Voilà, on sentait la rage de celui qui trouvait pas les locaux de Charlie Hebdo. C'est comme ça que ils ont été à ce moment-là agressés. Et il explique comment comment son ami dans ses bras s'est senti mourir, comment son ami dans ses bras lui a dit « Dis à ma femme et à mes enfants que je les aimais ». Et quand il nous raconte ça, il en parle avec un naturel, une spontanéité. Il est encore dans son histoire, il vit encore ce qu'il a vécu et il l'exprime extrêmement bien. Et puis ensuite, on a des moments très forts de réflexion sur pourquoi, comment est-ce qu'on en est arrivé là et quid depuis. Et ça, ce sont des moments aussi d'une immense élévation intellectuelle, d'une très grande intelligence d'audience. Et là, on a Rhys, M. Souriceau, on a Nicolino, on a Marika, qui viennent nous expliquer ce que voulait Charlie Hebdo au départ, pourquoi il faisait ça, qui viennent nous expliquer que c'est insupportable d'entendre dire que c'était de la provocation, que c'est insupportable d'entendre dire que eux auraient pu être racistes et pour en connaître. Mais on est à des années-lumière de ça. Et qui viennent expliquer que malheureusement, tout le monde était Charlie, peut-être à ce moment-là, mais que depuis, on a encore beaucoup perdu de liberté. C'est intéressant parce que c'est toute la valeur historique de ce procès. On va y venir dans un instant. Je voudrais juste, Marie-Olésia, Jean-Philippe, est-ce que le fait d'avoir parlé, on a vu tous ces témoignages, peut vous apaiser, vous a apporté un tout petit peu d'apaisement? Pas encore. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas parce que j'attends les voir parler avant. Tant que je ne les ai pas entendus, ça n'ira pas. Il faut qu'il parle, qu'il s'explique. Il parle pour dire c'est ce qu'il sait. C'est un procès historique. Ben oui, tant par le nombre de parties civiles engagées, que par le nombre d'avocats engagés, que par le nombre de moyens engagés. C'est un procès où nous avons tous quelque chose à en retirer. Vous avez entendu... On a le sentiment, pardon, que vous ne ressortirez pas de la même manière tous.
Personne. Les avocats qui sont là, quelle que soit la qualité de notre engagement et la durée de notre engagement dans cette profession, il y aura pour nous un avant et après ce procès. C'est quelque chose de très difficile à supporter, à vivre. Bien que nous soyons des professionnels du droit, voir défiler autant de personnes marquées, meurtries, complètement déboussolées par tout ce qui leur est arrivé, c'est quelque chose de compliqué. Je crois que, en ce qui me concerne, il y a 3 personnes qui assistent au débat. Il y a l'avocat, je suis là pour parler, parce que c'est un procès hors norme, mais ça doit aussi rester un procès normal. Et pour les parties civiles, ça a été d'ailleurs difficile de s'approprier ce procès. C'était aussi un autre problème. Donc je suis là, dans ma position d'avocat, c'est-à-dire porter la parole de Raphaël, qui était le fils de Bernard Maris, de son beau-fils, et parler de qui il était, Bernard Maris, comme qui ils étaient tous. Et ça, c'est aussi important de le rappeler. C'était honnêtement, on a tué des personnes exceptionnelles, en général de gentillesse et d'intelligence. Et puis, il y a aussi en moi l'ami, parce que je connaissais Tinius et justement sa source inépuisable de gentillesse. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des moments où certaines images m'ont broyée, parce que là, je voyais aussi mon ami, celui que je connaissais. Et puis, je vais dire franchement, il y a la citoyenne aussi en moi qui ne sortira pas pareil de ce procès, parce que on enregistre ce procès pour la mémoire, mais on nous dit forcément c'est déjà bien, ce qui est vrai, mais on le ressortira dans 50 ans. Mais c'est pas dans 50 ans qu'il faut le ressortir. Il y a des passages entiers de déposition qu'il faudrait faire entendre aujourd'hui à des collégiens, à des lycéens. On a des leçons de liberté. Je crois que c'est vraiment le mot, parce que c'est la liberté, au-delà même de la liberté d'expression, c'est la liberté qu'on a essayé de tuer ce jour-là. Et quand vous parliez tout à l'heure, Maître Cathy Richard, de l'élévation intellectuelle de ce procès, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à comprendre. Vous disiez Monfred qui meurt dans les bras, et Jonathan qui était l'ami de Clarissa, le policier qui est avec elle, dit lui ma Clarissa. Oui. Et quand vous parlez tout à l'heure du regard des frères Kouachi et de leur détermination, et c'est la même chose pour Clarissa. Il y a Jonathan qui raconte la détermination d'Amélie Koulibaly qui se bat avec lui. Il a déjà tué Clarissa, il a déjà tiré sur Clarissa, et il dit je tiens l'arme, et je veux pas que cette arme elle puisse servir à tuer quelqu'un d'autre, et je la lâcherai pas. Et il dit je regarde Koulibaly et je vois dans ses yeux une espèce de froideur. Il avance comme une mécanique. Donc est-ce que le procès va permettre quelque part, ou aider à faire en sorte qu'on puisse essayer de trouver des solutions pour faire dégager cette haine chez certaines personnes qui vont basculer dans le terrorisme, parce qu'au départ, c'était pas j'ai envie de dire, leur vocation ou leur destin. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir avancer dans cette direction-là, les uns les autres ? Nous sommes des êtres humains, chaque personne choisit sa voie. Je pense qu'il y a un moment où la personne qui veut basculer dans le terrorisme va toujours trouver des raisons de le faire. Il n'y a pas... Nous sommes une démocratie. Vous avez des gens qui sont frustrés. Vous avez des gens qui vont encaisser une certaine violence en eux pour pouvoir les dégager sur les autres. Nous ne sommes pas derrière tout le monde. Notre système éducatif fait ce qu'il peut, notre système social aussi, mais malheureusement... On ne pourra pas exclure de notre société des gens qui décident, parce que ce sont des choix qui sont faits. Quand vous entendez les différents intervenants, il y a un moment où la personne choisit de basculer. Elle a fait son choix. Et ce choix-là, il faudrait que nous soyons prêts aussi, lorsque ce choix est fait, à trouver les solutions pour éviter que cette personne passe à l'acte. C'est le passage à l'acte qu'il faut éviter. Le choix, on ne pourra jamais l'interdire. Le passage à l'acte, il faudra qu'on arrive éduquer les jeunes avec ça. Après, on a un vrai devoir aussi de vérification de l'évolution de la société et des radicalismes en général. Je pense qu'il y a ce procès met aussi l'accent là-dessus. On parlera tout à l'heure des accusés, je pense, et de leur façon aussi de réagir à tout ça qui était
parlante. Un mot, comment réagissent-ils? Parce que ça va bientôt être la fin, malheureusement. Les accusés, alors justement, ils sont dans un esprit qui dit nous on ne savait pas, nous on ne savait rien. Alors on est des voyous, des criminels, mais on n'est pas des terroristes. Donc ils sont pas dans une posture de terroriste à revendiquer. Au contraire, ils disent mais nous on savait pas, on n'est pas des terroristes. Ceci étant, dans la dénégation, on entend aussi certaines choses. C'est-à-dire que le président leur donne la parole à chaque fois que des parties civiles passent. Alors à chaque fois ils disent mais c'est triste, on est vraiment tout cœur avec eux. Mais ne serait-ce que la façon dont ils le disent, on apprend beaucoup. Là encore, on voit que certains ont un discours extrêmement élaboré. Il y en a un, par exemple, qui s'est approprié, lui, pour le coup, les parties civiles, qui les a appelés par leur prénom, qui a expliqué pendant longuement. Et là, on sent aussi le type d'élaboration et le type d'intelligence du personnage. Donc voilà, ils sont dans une situation pas forcément évidente, parce qu'ils vont pas prendre parti, ils ne prendront pas parti pour le terrorisme, on le sait, contrairement à certains autres procès. Mais en revanche, on entend certaines choses dans ce qu'ils disent. Et ce qui est super important, surtout, c'est que on sache que ce procès est un procès avant tout d'une forme d'évolution de la société et qui est un procès d'hommes libres, d'hommes qui se sont battus contre l'obscurantisme. On a bien entendu votre message. Merci beaucoup, Maître Cathy Richard. Merci beaucoup, Maître Charles Nicolas. Un immense merci à vous, Marie-Louisia, Jean-Philippe, d'être venu parler aujourd'hui de Clarissa Jean-Philippe, de votre fille. Et évidemment, on continuera à suivre ce procès sur BFM TV. On aura bien l'occasion d'en reparler, évidemment, dans Affaires suivantes. Dominique, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche, 13h, sur BFM TV. Merci beaucoup. Merci, madame.